Alors bonjour à toutes et à tous, et merci infiniment à Angels et à Carme de leur excellent accueil et d'avoir maintenu contre vents et marées cette journée en l'honneur de Dumas, malgré le contexte un peu difficile que nous traversons. Et je suis très heureuse de vous présenter, c'est beaucoup dire, il ne s'agit pas de vous présenter Claude Chope, que vous connaissez tous déjà, mais enfin, rappelons quand même que Claude Chope est le grand spécialiste d'Alexandre Dumas. Il est d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, le président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. On doit à Claude Chope énormément d'éditions d'œuvres de Dumas, qu'il a publiées chez Gallimard, chez Robert Laffont ou encore chez Phébus. On doit également à Claude Chope la biographie de référence sur Alexandre Dumas ou Le génie de la vie. Claude Chope a également réalisé un inestimable dictionnaire Alexandre Dumas qui synthétise la totalité des connaissances disponibles sur cet auteur. On peut également mentionner la biographie d'Alexandre Dumas fils, que Claude et Marianne Chope ont co-signé et qui a obtenu le prix Goncourt de la biographie il y a peu de temps. De façon toute récente, on peut dire, Claude, que vous vous consacrez beaucoup à l'édition de la correspondance de Dumas chez l'éditeur Garnier, et vous avez aussi donné tout récemment une édition des lettres de Georges Sand et des Dumas, père et fils. Mais c'est une parcelle des activités de Claude Chope qui sont presque aussi foisonnantes que celles d'Alexandre Dumas lui-même. Voilà. Donc, pour ouvrir cette belle journée, Claude Chope va nous parler d'un roman lui-même démesuré, débordant, foisonnant, qui est Isaac l'Acadème de Dumas. Merci Julie. À vrai dire, je suis partagé entre la peur de la buée, donc je ne pourrais pas lire, ou bien la peur de ne pas pouvoir lire. Donc je vais avoir une attitude un peu bizarroïde, Covid et masque oblige. Donc je vais commencer par le latin. Je suis nul en latin, mais on peut toujours commencer par des choses où on est nul. C'est abensua fata libelli. Je crois que ça veut dire que les livres ont leur destin. Et c'est une phrase que Dumas a placée dans la 2e édition du Capitaine Paul, qui est un roman totalement oublié. Or, j'aimerais bien aussi poser cette phrase au seuil de ce que je vais essayer de dire à propos d'Isaac l'Acadème. Quel a été le destin de ce livre intitulé Isaac l'Acadème? Tout d'abord, je vais agir comme Dumas lui-même, c'est-à-dire au début de ses romans, le 25 avril 1645, les gens de la petite ville etc. Donc, par une mise en avant du rapport spatio-temporel de ce roman. Ce roman est écrit à Bruxelles. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, et vous êtes nombreux, la biographie de Dumas, Bruxelles, ça veut dire Dumas en banqueroute, qui, risquant d'être arrêté par les juges du tribunal de commerce, va fuir. Il fuit à Bruxelles, donc, et à Bruxelles, il va essayer, comme l'on dit pour les joueurs, de se refaire. Ça se situe au début de l'année 1852. Donc, il va essayer de se refaire. Et comment un écrivain se refait-il? En écrivant, en essayant d'écrire. Donc, Dumas va proposer à ce moment-là une série de romans, je dirais pour la plupart oubliés, pour certains vraiment très mauvais. Parce que Dumas aussi peut écrire de mauvais livres. En général, ils sont bons, mais quelquefois, ils sont mauvais.
Je vais vous en citer un qui va vous laisser de glace, je suppose, c'est Le Pasteur d'Ashbourne, qui est vraiment un roman bricolé à partir d'autres romans, d'autres écrivains, donc c'est très... Mais parmi les premiers livres que Dumas rédige, il y a une, comme on dit maintenant, une pépite, une perle. Et cette perle, c'est Conscience. Un roman qui s'appelle Conscience, qui est un roman champêtre, sur le modèle un peu des romans de champêtre de George Sand. Et ce roman va émouvoir les chaumières, faire pleurer les chaumières, et Dumas va avoir l'impression que là, il peut se remettre au roman, il peut recomposer, refaire du roman. Et ce Conscience, qui est une adaptation d'un roman flamand, ne mérite peut-être pas tant d'admiration de ma part, mais ça va être pour lui un déclencheur. À partir de ce roman, il va avoir envie de se remettre au roman. Et c'est ça qui est, je crois, essentiel dans cette affaire. Alors, il va négocier, en quelque sorte, essayer de négocier avec quelqu'un qui a le prénom étrange d'Anténor, Anténor Joly, qui est responsable de la partie littéraire du Pays, le Pays étant un journal qui penche vers l'acceptation de l'Empire, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Et donc, c'est un journal qui sera gouvernemental, et Dumas propose donc à Anténor Joly un roman, et ce roman, ça va être, bien sûr, Isaac Lagden. Et voilà ce que dit Dumas. Ne pourriez-vous pas profiter de notre succès pour faire traiter avec Cadot, c'est-à-dire Cadot étant l'éditeur de Dumas en cabinet de lecture, d'Isaac Lagden ou L'expiation. Là, on a déjà l'idée de ce que sera le roman L'expiation. Comment expier une faute. Vous aurez là-dedans un roman comme vous en voulez un. C'est-à-dire, alors là, vous allez devoir crier en chœur « Oh !» hein, vous auriez, c'est-à-dire 15 à 18 volumes. Donc c'est énorme, hein, un roman qui ferait 15... Alors, il faut vous rappeler quand même que le volume chez Dumas signifie quelque chose de particulier. Un volume, c'est 80 pages de son écriture. C'est un volume de cabinet de lecture, mais vous savez, vous avez certainement manié des tomes de cette époque, et on voit que les volumes en question sont extrêmement minces. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Comme la situation est extraordinaire, si Julie et moi on serre les pieds au fond de la salle, vous pourrez enlever le masque. Est-ce que ça va? Ah ben ce serait... Ah oui, excusez-moi. Ça m'aiderait, donc. Je le garde jusqu'à là, du moment que je ne suis plus dangereux de partir. Enfin, là réglementairement, l'espace, c'est 2 mètres. Donc là, on doit être bien. Hein. Bon, merci hein, de me laisser un peu de respiration. Donc, il propose 15 à 18 volumes. J'ai toutes les peines du monde à me mettre à une analyse. Bien sûr, on va lui demander, mais de quoi on va parler? Et donc, il va avoir du mal à écrire une analyse de ce roman, attendu qu'une analyse tiendra 10 pages. Donc, vous voyez, déjà, on voit toute une série, et nous sommes dans une façon d'écrire de Dumas, c'est-à-dire d'abord faire une sorte de synopsis avant de se mettre à l'ouvrage. Et ça, autrefois,
ces synopsis étaient écrits par Mackay et par lui. C'était sa façon d'écrire, faire un synopsis et ensuite donner de la chair au synopsis. Mais si vous en voulez une, je le ferai. Brave bougre, bien entendu, Dumas ne veut pas laisser échapper une occasion. Ce projet correspond, je le pense, à une panne d'inspiration. Pourquoi une panne d'inspiration? C'est parce qu'il a déjà évoqué la possibilité d'écrire l'Acadème. Dans ses mémoires, il dit « J'ai depuis 1832, et là on est en 52, c'est-à-dire 30 ans, hein, je compte bien, oui, je ne sais rien, j'ai depuis 1832 dans la mémoire le plan d'un juif errant, auquel je puis me mettre au premier moment de repos que j'aurai conquis. » Là, le côté conquérir, vous voyez, le côté guerrier de l'écriture, et qui sera un de mes meilleurs livres. Donc, avant même d'avoir posé une virgule, ce sera un de mes meilleurs livres qu'il pourra. Ainsi, je n'ai qu'une crainte, c'est de mourir sans l'avoir fait. Donc là, c'est dans mes mémoires, au début de 52, qu'il écrit cela. Donc, le juif errant, je résume très rapidement la ligne du juif errant, hein. C'est à partir d'une parole de Jésus, une parole de Jésus venant de l'Évangile selon saint Jean, qu'on a créé ce personnage. C'est un personnage qui apparaît dans des traditions tardives. Alors, qui était le juif errant? Il y a plusieurs propositions. Tantôt, c'est un cordonnier qui aurait refusé à Jésus de s'arrêter dans son échoppe pour se reposer lors de la montée du Golgotha. Tantôt encore, ce serait le concierge de Pilate. Vous voyez, personnage très secondaire, hein. Le concierge de Pilate qui, frappant Jésus, lui aurait intimé l'ordre de continuer de marcher. Enfin, ça pourrait être aussi un nommé Malchus, serviteur du grand prêtre, qui aurait été blessé à l'oreille par saint Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Donc, toutes ces légendes vont se regrouper, et au XVIe siècle, on va donner à ce personnage le nom d'Achasverus. Vous le savez très bien, ça va devenir le rôle titre, si j'ose dire, d'un livre d'Edgar Quinet. Voilà. Alors, si l'on en croit Dumas, mais est-ce qu'il faut toujours croire Dumas pour avoir beaucoup vécu à côté de lui? Je sais qu'il a la vérité diverse. Donc, si l'on en croit Dumas, c'est un lapsus terrible, si le juif errant revenait régulièrement dans les récits que faisait Nodier. Le dit Nodier, qui est aussi affabulateur que Dumas, le dit Nodier aurait eu l'occasion de rencontrer le juif errant une première fois à Rome, du temps de Grégoire VII, la seconde à Paris à la veille de la Saint-Barthélemy, et la dernière à Vienne, en Dauphiné, et il aurait eu, ce dit Nodier, les documents les plus précieux concernant le juif errant. Et Dumas, très joliment, nous décrit la scène de Nodier parlant de juif errant dans La femme au collier de velours, où l'on voit Nodier raconter, adossé au chambranle de la cheminée de l'arsenal, les mollets au feu, le dos à la glace. Donc, c'est cette légende, reprise plus ou moins de Nodier, que Dumas va essayer d'écrire dans un roman colossal.
Un peu plus tard, Dumas propose, toujours au même Anténor Joly, propose le travail que sa pensée commence à entrevoir. Voilà ce qu'il dit à Anténor Joly. Que diriez-vous d'un immense, alors immense, Dumas n'est pas pour la petitesse, c'est toujours un immense roman en 8 volumes. Alors là, on revient à 8 volumes, il y a des variations. Du pays qui commencerait à Jésus-Christ et qui finirait avec le dernier homme de la création. Vous voyez l'ampleur du roman proposé, donnant 5 romans différents. Alors on va voir, parfois ce sera 6, parfois 8, il varie, mais c'est plusieurs romans en un seul. Un sous Néron, un sous Charlemagne, un sous Charles IX, un sous Napoléon, un dans l'avenir. Donc vous voyez cette espèce de déploiement gigantesque qu'il compte donner au roman. Je comptais faire ce roman entièrement composé dans ma tête pour une revue, attendu que le feuilleton coupe trop l'intérêt, mais en mettant le feuilleton plus long, on arrive au même résultat. Là, c'est très intéressant parce que on voit le rapport de Dumas au feuilleton. Ce n'est pas la première fois qu'il reproche au feuilleton de trop couper. Il voudrait des séquences plus longues, d'où la préférence en fait pour la revue. Mais, vous le voyez très bien, les directeurs de journaux exigent le feuilleton et entre une revue qui a très peu de public et un feuilleton qui en a, de journal qui en a beaucoup, il est bien évident qu'on choisit nécessairement le feuilleton. Et alors, là, il va nous présenter la série des personnages qui vont aller dans ce roman. Les héros principaux sont... Alors là, je vais aller très vite parce que sans ça, vous n'allez pas apprécier énormément. Les héros principaux sont le Juif errant, Jésus-Christ, Cléopâtre, l'Éparque, Prométhée, Néron, Popée, Narcisse, Octavie, Charlemagne, Roland, Viking, Véléda, le pape Grégoire VII, le roi Charles IX, Catherine de Médicis, le cardinal de Lorraine, Napoléon, Marie-Louise, Talleyrand, le Messie et l'ange du calice. Vous voyez, donc, déjà, ce roman devient une sorte de, comment dirais-je, de place publique où tous les personnages qui ont marqué le monde arrivent et se présentent. Ceci vous paraît fou. Vous pourriez me dire, vous aussi, ça doit vous paraître fou. Moi, ça me paraît fou aussi. Mais demandez à Alexandre, c'est son fils, qui connaît l'ouvrage d'un bout à l'autre, ce qu'il en pense. Ce qu'il en pense, c'est du bien, c'est faisable. Donc, vous voyez, ici, lorsqu'on regarde tous ces personnages, on s'aperçoit que le roman reprend la présentation du projet fait par, soi-disant, fait par Nodier. Ce qui distingue entre le premier plan et le deuxième, c'est, si vous voulez, uniquement oui, ce qui les distingue, c'est uniquement la présence d'un prologue et d'une conclusion ici. Donc on voit que là, il y a dans cette présentation, telle que j'ai essayé de vous la dire, il y a une sorte d'enthousiasme retrouvé. Alors que la faillite, il arrive à Bruxelles dans la faillite, 3 mois plus tard, il retrouve sa vitalité, son désir d'écrire, et porté par ce sujet qu'il choisit, il ne songe maintenant pas moins qu'à écrire l'histoire du monde, des origines mythiques, Prométhée, à la fin, l'ange du calice, le Messie. Et pour cela, il va saisir dans ces moments essentiels
Et ces moments essentiels, il les a définis dans un livre que Julie connaît bien pour l'avoir édité, c'est-à-dire Gaulle et France. Il va, en définitive, reprendre des thèmes de Gaulle et France et une lecture de l'histoire que l'on trouve dans Gaulle et France. Et voilà, dans cette œuvre fondatrice, il dit très clairement: 3 hommes, selon nous, ont été choisis de toute éternité dans la pensée de Dieu pour accomplir l'œuvre de régénération. César prépare le christianisme, Karl le Grand, la civilisation, et le dernier, c'est Napoléon, la liberté. Alors, vous le voyez bien, ici, Dumas retient la vision de Charlemagne et de Napoléon. Bien sûr, il va rejeter César pour la bonne raison que César ne pouvait pas être là dans un roman qui commençait avec la mort du Christ. Donc, on va choisir, il va passer de César à Néron, qui va jouer le même rôle, c'est-à-dire celui d'être un aveugle. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que... Oui, non, je vais surtout vous parler des personnages en question. Donc Néron remplace César. Ensuite, vous avez le second tome providentiel, c'est Charlemagne. Pourquoi Charlemagne? Parce qu'il prépare la civilisation en brisant les peuples barbares qui sont incarnés dans le roman par Witikind et par Velleda. Le troisième, Napoléon, lui, il a muselé la folie de liberté de la France et en même temps, grâce à ses armées, il répandait la liberté à travers l'Europe. Donc, la Providence, pour des fins qui sont les siennes, utilise les voies détournées, c'est-à-dire qu'il fait, c'est le païen Néron qui prépare le christianisme, c'est le barbare Charlemagne qui prépare la civilisation, c'est enfin le despote Napoléon qui prépare la liberté. Donc, pour Dumas, l'histoire est faite par des génies aveugles qui viennent à des moments réguliers pour infléchir le cours de l'histoire. Et ce qui est intéressant et ce que Dumas a calculé, c'est un peu, ça cloche un peu avec Néron, mais quand même c'est très convenable. Cela a lieu tous les 900 ans. Tous les 900 ans, il va y avoir cet homme providentiel qui va transformer les choses. Bon, vous allez me dire, 900 ans, on a encore le temps d'attendre. Depuis Napoléon, on est dans une période d'attente. Hein, et un jour, on n'aura peut-être pas l'occasion, mais on ne sait jamais, de voir la transformation du monde par un grand homme. Donc, ne serait-on pas tenté de croire que c'est le même homme qui reparaît à des époques fixes et sous les noms différents pour accomplir une pensée unique. Et là, vous avez véritablement l'idée claire, il va y avoir le juif errant qui part, parce qu'il est éternel, qui va pouvoir revoir ces différents personnages qui changent le monde, qui changent la face du monde. Donc le juif errant sera un témoin privilégié de l'histoire et de la vision providentialiste, on peut dire ça, de Dumas. Et au bas de la lettre, de cette longue lettre que Dumas envoie à Anténor Joly a écrit R pour répondu, et ensuite il va mettre le 23, alors entre crochets j'ai mis 23 mars 1852, le roman Monstre. Pour Anténor Joly, c'est un roman monstre qui va apparaître, d'où
de titre que j'avais donné à cette communication. Donc, une dizaine de jours plus tard, il va, parce que Dumas sait vendre ce qu'il produit, il va écrire à un éditeur anglais, un nommé Sinnett. Alors, si vous avez l'occasion de retrouver le vrai prénom de Sinnett, vous m'aiderez bien, parce que je n'ai pas réussi à bien localiser le nommé Sinnett en question. Je sais que son prénom commence par F, et à partir de ce moment-là, je m'arracherais les cheveux si j'en avais encore. Donc, essayons de voir. Donc, il voit Sinnett, et Sinnett est certainement quelqu'un à qui il propose l'édition de ce roman, une édition illustrée. Parce que dès le départ, il veut faire illustrer ce roman. Alors voilà comment il présente à Sinnett ce roman. On verra que c'est la même chose qu'en Ténor Joli, mais il y a des variations. En 10 jours, il a progressé, ou du moins, il a évolué dans sa présentation du sujet. Quant au grand roman, alors là, on a aussi Dumas, hein, on avait immense, grand. Quant au grand roman dont je vous parle, oui, j'ai un immense cadre, 20 à 25 volumes, vous voyez. Tout à l'heure, on n'en avait que 18, je crois, 20 à 25 volumes, un drame religieux, social, philosophique, amusant surtout, comme tout ce que je fais. Chrétien, évangéliste, et là, on a une définition du roman en question. Du Byron sans le doute, de la consolation toujours, des anges mêlés à la vie humaine, un roman du temps de Néron, là ça y est, on est à Néron, un roman du temps de Charlemagne, un roman du temps de Charles IX, un roman du temps de Napoléon, un roman dans l'avenir, tout est enfermé dans le même cadre. Les personnages principaux, alors là je reprends mon souffle et vous allez pouvoir noter les différences. Le Christ, Marie, la Madeleine, Pilate, Tibère, le Juif errant, Cléopâtre, Prométhée, Octavie, Charlemagne, Vétiking, Véleda, Maugis, Merlin, la fée Mélusine, Renaud, les trois fées, Thor, Odin, les Valkyries, le loup Fleuris, la mort, le pape Grégoire VII, Charles IX, le cardinal de Lorraine, Catherine de Médicis, des personnages d'invention au milieu de tout cela. Napoléon, Talleyrand, les 12 maréchaux, il n'hésite pas, hein, tous les maréchaux en une seule fois, tous les rois contemporains, Marie-Louise, Hudson Love, l'ombre du roi de Rome, l'avenir, le monde réel qu'il sera dans 10 000 ans, Siloé, le second fils de Dieu, le dernier jour de la Terre, le premier jour de la planète qui doit lui succéder. Vous voyez l'espèce de, comment dirais-je, de dimension gigantesque que prend ce sujet. Et ce qui est tout à fait caractéristique quand même, c'est que on a, dans un système de siècles, ce qui avait lieu avec les Trois Mousquetaires. C'est-à-dire les Trois Mousquetaires, il y avait 10 ans plus tard, 20 ans après et 10 ans plus tard, bon, c'était aussi le même système de fonctionner par étapes successives. Mais là, bien sûr, on n'est pas dans l'année, on est dans les siècles. Donc c'est assez intéressant pour cela. Tout cela vous paraît insensé, mais tout cela fait une épopée universelle, qui n'est autre chose que l'histoire du monde, depuis le titan Prométhée jusqu'à l'ange du jugement dernier. Donc vous voyez, le plan reste totalement immuable, mais en 10 jours, Dumas a développé l'ouverture du roman lui-même, c'est-à-dire celle qui a pour centre la passion du Christ et qui sera la cause du malheur de ce roman, parce qu'on ne met pas le Christ en roman, en fait. Alors, donc, ces personnages, il y a Marie, la Madeleine, Pilate, Tibère, apparaissent parmi les personnages nouveaux. D'autre part,
La légende et la fantasmagorie font irruption dans le roman de Charlemagne avec des héros de la chanson de geste, c'est Merlin, Mélusine, Maugis, Renaud, le loup Fleuris, et des dieux du Valhalla germanique. Il y a une espèce de mélange énorme. Alors, ce que je pourrais dire maintenant, c'est on est passé un peu rapidement sur les enjeux esthétiques de ce roman, qui ont dû vous paraître un peu étranges. C'est Dumas se plie à un parti pris qui pourrait se résumer par un seul mot, amuser. Alors, ça paraît, pour nous peut-être qui avons l'esprit de sérieux, dire s'amuser avec l'histoire universelle, c'est justement pas sérieux. Hein. Mais Dumas va nous expliquer pourquoi. En fait, on pourrait dire en souriant que Dumas invente un nouveau genre. Ce nouveau genre, c'est l'amusant religieux, social et philosophique. Les termes étant plutôt antinomiques en particulier. On pourrait avoir envie de sourire, mais cette notion d'amusant, il faut la remettre dans son contexte et dans l'esprit de Dumas. Dumas ne veut pas être ennuyeux. En fait, amusant, ça veut dire ne pas être ennuyeux. Je crois qu'on peut le rendre comme ça. Et quand on lit, par exemple, ce qu'il écrit de Salammbô, de Flaubert, ouvrage ô combien sérieux, ce qu'il reproche essentiellement à Salammbô, c'est d'être un livre inutile, qui n'instruit pas, qui n'amuse pas, il n'aime pas, c'est un simple travail, ou plutôt un travail compliqué de style, comme en pourrait faire Hugo. Donc là, on voit quand même que Dumas a un regard un peu, a des doutes sur la qualité de l'œuvre de nos grands romanciers que sont Hugo et Flaubert. Mais chez Flaubert, c'est encore plus travaillé, sinon plus prétentieux qu'Hugo, tandis que chez Hugo, le style est un vice naturel. Là, c'est à retenir très souvent, parce que quand on parle du style de Dumas, justement, le style de Dumas, c'est un style qui se veut naturel, qui ne veut pas être un style à la Hugo. Et que chez Flaubert, c'est un vice acquis. Donc, vous voyez là, une grande sévérité. Bon, que l'on peut comprendre quand on lit les œuvres des uns et des autres. Donc, dans cette lettre à son fils, Dumas expose en fait son credo. Un livre utile doit instruire, amuser, émouvoir. Trois impératifs que l'on peut trouver dans l'œuvre de Dumas souvent. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que vous avez regardé mon temps de parole? Julie, combien j'ai de temps encore? On a un peu plus de temps que prévu. Du fait de l'absence de... Donc je continue un peu, puis je vais m'arrêter, faute de souffle à un moment donné. Donc, dans Isaac l'Acdème, Dumas instruira en racontant l'histoire du monde et en découvrant par la réflexion philosophique le sens qu'il faut lui donner. Il fera naître l'émotion en même temps en consacrant dans cette histoire, toute une série de drames opposant à des périodes phares, l'ancien et le moderne, le païen et le chrétien, le barbare et le civilisé, le despote et le démocrate. L'instruction et l'émotion sont donc premières. L'amusant ne relève que du style. C'est une manière de raconter inimitable dans laquelle Dumas reconnaîtrait volontiers la marque de son génie. Si l'on interroge Dumas sur le principe de la verve géniale qui est la sienne, il répond invariablement le tempérament. C'est l'arbre, les œuvres n'en sont que les fleurs
et les fruits. Donc il est avant tout un tempérament, hein, c'est sa véritable supériorité, elle est de tempérament. Donc, dans toute cette correspondance que j'ai plus ou moins citée, on sent bien que Dumas sent que son projet d'épopée universelle confine à la folie mégalomaniaque. Il s'en excuse presque. Pourtant, il obéit à sa propre logique. Et quelle est cette logique? Mes mémoires qu'il écrit à ce moment-là, en même temps, un petit peu avant, hein, il a commencé en 1947 la rédaction de ses mémoires. Mes mémoires déroulent l'histoire du moi. Mais ce moi, ou cette histoire du moi, doit être insérée dans l'histoire du monde. Donc le moi a été jeté dans l'histoire à un moment précis, c'est-à-dire lorsque le despote Napoléon répand sur l'Europe et le monde le principe de liberté. Vous savez que le père de Dumas appartenait non pas à l'armée napoléonienne, mais précédé très peu, a permis cette entrée de la liberté dans le monde. Donc il est l'enfant de cette période qu'il espère décrire dans Isaac l'Acadème. Donc, Dumas est plutôt un enfant de ce siècle, mais pour comprendre l'aventure de l'enfant de ce siècle, il faut qu'elle soit comprise à la lumière des siècles passés et de leurs mouvements providentiels. Donc, si vous voulez, naturellement, le roman projeté correspond aussi, et un des aspects indépendants de l'histoire personnelle de Dumas. Il faut que les deux s'organisent. Donc on verra très rapidement, une fois traité l'affaire avec Anténor Joly, Dumas se repose. On a l'impression qu'il a créé ce cadre, et une fois le cadre posé, comme s'il avait bien travaillé, il s'arrête. Il s'arrête parce que, compte tenu du travail qu'il doit accomplir, c'est immense. On a l'impression qu'il reprend respiration à ce moment-là, et donc il faut attendre environ 3 mois avant qu'il ne reparle de ce roman monstre qu'il va publier. Et curieusement, l'un de ses premiers mouvements, ça va être de retrouver les lieux où il veut faire se dérouler son action. Et le premier lieu, c'est celui du prologue, le prologue qui se passe à Rome, avec l'apparition du Juif errant à Rome. Mais là, il est arrêté par un scrupule peut-être, par un désir de retrouver la réalité, et il le dit très bien, il ne peut pas, dit-il, écrire un lieu dont il ne connaisse pas bien les localités. Il connaît Rome, mais il a oublié Rome, dans quelque sorte, et il veut retrouver à Rome. Bon. Qu'il le fasse avec une jeune actrice qui est sa maîtresse, pour lui faire découvrir les beautés de l'Italie, c'est possible. En définitive, il va à Rome, et là, sous la conduite de 2 archéologues, il va découvrir, entre autres, la Via Appia et la Casa Rotonda, qui doit servir de cadre à son roman. Et là, à partir de ce moment-là, tout va s'enchaîner pour donner ce roman. Il va se documenter très sérieusement. Entre autres, il va demander, par exemple, à Émile Deschanel de lui donner
de lui trouver les évangiles de l'enfance, et ces évangiles de l'enfance vont être le malheur de ce roman, puisque le journal catholique L'Univers ne va pas accepter que le Christ devienne un personnage de roman, et on va attaquer violemment Dumas à ce moment-là, et il va y avoir une sorte de guérilla pour que ce roman soit abandonné. Voilà, c'est beaucoup plus long ce que j'ai écrit. Vous aurez la suite au prochain numéro, mais il est là le numéro. Donc, en vérité, je vais vous lire quand même l'article extrêmement méchant qui va faire condamner le pauvre roman à ne plus être. La censure va s'en mêler. Censure double, censure du journal Le Constitutionnel et de son dirigeant Louis Boniface. Là, j'ai un plaisir immense à vous dire Louis Boniface. Vous allez me dire pourquoi. Parce que dans un texte que je voulais annoter, on parle de M. Boniface. Mais on parle de M. Boniface sans lettre initiale, sans prénom, sans rien sur sa naissance et sa mort, on ne sait rien. Et donc, avant-hier soir, à force de tapoter sur mon ordinateur, j'ai enfin pu trouver un article évoquant le décès de ce monsieur Louis Boniface, qui était un rédacteur qui n'a jamais rien rédigé, disait-on dans sa notice biographique. Et donc, s'il y a une nouveauté aujourd'hui dans ce que je dis, c'est que vous savez qui était monsieur Boniface. Donc, je vais vous demander 3 secondes pour retrouver la... Voilà, alors, voilà les reproches que font les journaux catholiques à Isaac Lekdem. Le constitutionnel voulait renouveler le succès, mais non le scandale du juif errant premier. Qui est le juif errant premier? C'est bien sûr le juif d'Eugène Sue. Le juif d'Eugène Sue qui parle beaucoup plus des jésuites, en fait, que du juif errant. Les 25 années de gestation d'études de l'auteur de l'Acdem. Là, on se moque de Dumas parce qu'il a dit que c'est un roman qui lui a demandé 25 ans d'études. Pouvait d'ailleurs s'accommoder avec l'inspiration qu'on voudrait lui donner. Monsieur Alexandre est de commerce facile. L'idée commerce facile, vous voyez l'espèce de mépris. Avec les directeurs de journaux. Il a fourni au siècle un roman intitulé Olympe de Clèves, donc je vous recommande d'ailleurs la lecture d'Olympe de Clèves, où effectivement, qui est tout à fait d'accord avec les antipathies que les naturels de cette feuille conservent toujours à l'endroit des jésuites, des moines, des couvents et des prêtres. Si le scandale n'a pas été aussi grand que les aventures de Rodin, Rodin c'est le jésuite du juif errant, il ne faut pas s'en prendre aux intentions ni aux mérites de l'auteur. C'est l'esprit du public qui n'était pas en 51 aussi bien préparé qu'en 46 à accueillir ces sortes de récits. Là, on voit bien, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution du sentiment religieux entre 46 et 51. 46, Louis Philippard, voltairien, où la religion, on s'en moque. 51, retour à l'ordre, le catholicisme prend sa revanche, et là on voit très bien que cet entrefilé, ces articles du journal sent bien la différence qu'il y a eu dans ce siècle-là. Alors, M. Dumas est un esprit libre, ouvert et aussi disposé à flatter les rancunes de M. Play de l'Albé-Denière qu'à respecter les scrupules de M. Boniface.
Donc, vous allez avoir toute une série de textes, d'articles inspirés par Veillot de l'univers, donc qui vont conduire à l'abandon du projet, avec enfin, vous pouvez quand même le lire, ce roman, en allant il y a une édition de Claude Aziza, qui est une édition puisqu'elle est la seule à lire. Bon, Alors il y a en quelque sorte quelque chose d'intéressant, c'est que le roman a été abandonné, mais un critique littéraire, Blas de Bury, qui a écrit un ouvrage, Mes études Alexandre Dumas, dit avoir eu connaissance d'un plan qui aurait été celui, et on est dans chose un peu différente du premier plan proposé. On a voilà comment le roman d'après Blas de Bury se serait terminé, d'après des documents trouvés chez Alexandre Dumas, à confirmer. Le pape se prononçait pour l'absolution. Il assumait la responsabilité de la miséricorde, se chargeait d'arranger l'affaire avec le siècle, mais en mettant à son intercession l'inéluctable condition qui suit. Le juif converti, donc il va y avoir conversion, d'où expiation, dès ce jour à la fin du Christ, s'enrôlerait dans la milice de la Sainte Église et dépenserait à combattre le bon combat la même énergie impitoyable qu'il avait montré à lutter pour l'œuvre du démon. Ce décret suprême imposé d'en haut, passionnément accepté d'en bas, en pressant la transformation de ses conséquences. Le juif errant marcherait toujours, seulement au lieu de marcher contre, désormais il marchera pour, il sera l'âme damnée de la bonne cause, l'ouvrier des horribles besognes, tour à tour Simon de Montfort, Torquemada, Philippe II, Charles IX, Jacques Clément. C'est un groupe de poignardeurs. Il se baignera dans le sang des albigeois, il allumera les bûchers de l'Inquisition, fourbira le glaive et le poignard, commandera l'arquebusade et de fanatisme en fanatisme, accomplira la tâche d'extermination à travers les faits que l'homme dispose à son gré de lui-même. Marche et s'arrête quand il le veut, le sempiternel agité obtiendra de Dieu, pour prix de son repentir et de ses tortures, d'aller, comme le Moïse d'Alfred de Vigny, s'endormir du sommeil de la terre. Voilà, c'est un petit peu ce que propose Blas de Bury dans cette suite imaginée. Donc voilà ce que je peux vous dire sur... Mais je vais répondre aux questions si des questions il y a. Voilà. Ah oui, il faut reprendre. Oh, je remets mon masque. Merci beaucoup à Claude Schoff pour cette passionnante communication sur un roman qui est particulièrement intéressant parce qu'il révèle bien l'ambition encyclopédique et totalisante qui habite l'œuvre de Dumas. Et cette ambition totalisante, encyclopédique, de tout enfermer dans le même cadre, on la retrouve en fait dans d'autres œuvres de Dumas. On la retrouve finalement dans son projet d'écriture de l'histoire dans son ensemble, qu'il nomme Le drame de la France. Donc en 1857, il a cette appellation pour unifier l'ensemble de ses romans historiques,
sous cette étiquette de drame de la France. Et puis j'ai trouvé très intéressant que vous mettiez en parallèle Isaac Laquedem avec d'une part Gaulle et France, comme si Isaac Laquedem était une mise en œuvre romanesque d'un projet d'écriture totalisant de l'histoire qui est déjà en germe dans Gaulle et France. Et puis d'autre part, vous mettez en parallèle Isaac Laquedem avec Mes mémoires, comme si Mes mémoires étaient la totalité, enfin l'histoire personnelle totalisée, ou ayant l'ambition d'être totalisée, tandis qu'Isaac Laquedem, c'est l'histoire universelle, ayant l'ambition d'être totalisée. Et finalement, dans les deux cas, on a aussi un certain échec, ou en tout cas un certain inachèvement de l'entreprise, sans doute parce qu'elle est excessive et démesurée. Alors sans doute, il y a des questions soulevées par cette... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, grosso modo à l'époque, et venant quasiment de Bruxelles aussi, Hugo écrit la légende des siècles. On a là une forme aussi d'histoire, légende des siècles. Donc c'est quelque chose qui touche ces anciens romantiques vers une sorte d'excès de fin de carrière. Oui, c'est une ambition qui marque profondément le 19e siècle, qu'on trouve d'une certaine façon aussi chez Zola, par exemple, avec son histoire des Rougon-Macquart, chez Verne. Donc c'est vrai qu'il y a cette pulsion de totalité qui hante le siècle. Est-ce qu'il y a des questions à Claude Schopp? Marie-France? Bon, merci de ce roman, parce que ce qui est extraordinaire avec Claude, c'est que même avec des notes préparatoires de livres, on écrit un roman. Bon. Moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est en quelque sorte ce besoin de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un étayage. Alors, pour moi, il me semble que c'est un étayage quand les créations sont un peu flageolantes. Et ça me rappelle complètement Blaise Cendrars. Parce que l'écrivain Blaise Cendrars a des listes entières, nous les Cendrariens, nous sommes des listes entières de romans à écrire. Et alors on s'est demandé, pendant longtemps, dont ces romans ont sans doute été écrits. Parce que dans les œuvres, on fait des allusions à ces romans non écrits. C'est des listes, des listes fantômes. Alors, la question que je voulais savoir, c'est est-ce que Dumas a beaucoup de romans comme ça qu'il n'a pas écrit finalement? Je pense qu'il y en a, oui, il y en a une bonne part qui n'a pas écrit. Ce serait plutôt des pièces de théâtre au fond. Des romans qu'il n'a pas écrit. Là, c'est une bonne question. C'est un thème il faudrait réfléchir. Il y a des romans qu'il n'a pas achevé, ça c'est sûr. Écrit, c'est différent. Mais il y a un certain nombre de romans, effectivement, quand on va dans les archives et qu'on trouve des manuscrits, il y a un début de quelque chose et puis ça s'arrête. Il y a quelque chose comme par exemple le Comte de Moret, où là, il va très loin, mais c'est inachevé. Il y a une grande part de Dumas inachevé. Bon, entre autres, dans ce que vous me dites, Marie-France, il y a l'idée de, par exemple, des suites. Dans les 45, par exemple, il prévoit la suite. Mais on n'a que l'idée vague, on sait que ça se terminera par la mort d'Henri IV, par Ravaillac. Ça, il y a un roman prévu qui s'appelle Ravaillac. Mais là, on est comme c'est. Mais on sait, nous, que Ravaillac signifie la suite des 45. Donc c'est un peu différent. La même chose, quelquefois, par exemple, le comte de Monte Cristo, il peut évoquer une suite. Mais là, il dit, si je donne une suite moi-même, il dit ça à propos de la main du défunt. C'était un Portugais qui avait donné une suite à Monte Cristo. Et Dumas dit, s'il y avait une suite, Monte Cristo mourrait à Rome pendant le siège de 1850. Donc on a là aussi un roman refusé, mais
Donc il y a quelques suites à tous ces romans, toutes ces suites. Alors, il est bien évident, par exemple, qu'on a des traces de la suite des mémoires d'un médecin, où on sait qu'il va y avoir certainement, on sent que la suite arrive. Mais le roman n'est que évoqué. Le passage en Amérique, etc. Enfin, il y a tout un certain nombre de... Et il y a effectivement une réflexion sur, comment pourrait-on dire, oui, une réflexion sur l'inachevé. Pourquoi l'inachevé? Et très souvent l'inachevé vient d'une baisse dans le tempérament, si j'ose dire, une baisse de désir d'écrire. Chez Dumas, les premiers chapitres sont toujours éblouissants. Parce que, voilà, il y a eu des courses folles, des courses de carrosse, je pense à Joseph Balsamo, par exemple. Tout le roman n'est pas aussi réussi, mais les premiers chapitres sont absolument... Ces courses de carrosse sont éblouissants. La plupart des romans donc, de Dumas sont éblouissants au début, et puis on sent peu à peu la lassitude, l'abandon, et puis on le sent aussi dans la correspondance avec les éditeurs réclament, ils ne donnent plus ce qu'ils devraient donner. Donc il y a ce côté un peu mélancolique, pathétique peut-être aussi, de la baisse de désir. Une question idiote, hein? Non, mais Écoute, les synopsis, ça servait à quoi? Ben, il y a les synopsis, les premiers synopsis, où le moment où Dumas, on pourrait dire des plans, hein, c'est des plans, scolairement c'est des plans, on pourrait dire que les premiers synopsis sont dus à la collaboration. C'est-à-dire quand ils travaillent avec Maquet, pour travailler ensemble, ils font... Mais après, je crois qu'il a saisi l'intérêt d'avoir un guide pour l'écriture du roman, et je crois qu'il a conservé de temps en temps ce système de guidage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Angèle? Oui, Angèle, tu as dit que les romans avaient été censurés à cause de la protestation catholique, parce qu'il racontait l'histoire, dans le premier livre, il avait raconté l'histoire de Christ. Mais j'ai vu aussi que Dumas a été accusé d'antisémitisme. Qu'est-ce que tu en penses par ces romans du juif errant? Antisémitisme. À la présentation du thème juif. Je pense qu'il y a plus antisémite que lui. Je veux dire qu'il a cet antisémitisme de tradition un peu comme Georges Sand, comme d'autres, c'est-à-dire on peut parler d'un mauvais juif, d'un bon juif, enfin, sans appuyer. Je veux dire que compte tenu de sa vie personnelle, dans la mesure où sa fille est à moitié juive, je crois que l'antisémitisme doit être extrêmement léger. Je n'ai jamais ressenti... en fait, il y a dans les impressions de voyage, par exemple, à Tanger, il a affaire à un juif, un israélite qui vend des... Et au contraire, c'est un éloge remarquable de cet homme qui Dumas dit quelque chose comme « Je souhaiterais aux chrétiens avoir des chrétiens aussi honnêtes, aussi remarquables que ce juif. » Vous allez me dire, c'est un bon juif, on a tous son bon juif, etc. Mais je crois que là, c'est un antisémitisme, pour reprendre ce qu'on dit ces derniers temps, d'atmosphère, mais qui n'est pas véritablement quelque chose de ressenti. Oui, pour rebondir, il me semble qu'il faudrait distinguer au XIXe siècle, la première partie, enfin, on va dire jusqu'en 70 par exemple,
L'antijudaïsme, je pense que ce serait plutôt du côté de l'antijudaïsme. Oui, Ce qui serait le cas de Sand, de Quinet parfois aussi, et peut-être de, j'ai pas lu la Cédina peut-être. Et après, quand on s'achemine vers les années 80, etc., alors là, on passe dans l'antisémitisme, qui est une autre affaire. mais oui, oui, oui. Mais antisémitisme, Dumas, je pense que non, antijudaïsme en tout cas. Mais antisémitisme, parce que l'antisémitisme naît avec les histoires de race, etc. L'antijudaïsme, c'est le juif tueur du Christ. Hein, c'est ça. Et ça perdure, oui. Presque beaucoup d'écrivains au XIXe siècle pratiquent cet antijudaïsme, on peut le dire. Enfin. Non, ce que j'ai pas dit et que j'ai noté dans la suite de mon travail, c'est qu'effectivement les deux propriétaires du pays et du constitutionnel, ils avaient les deux journaux, c'est-à-dire Mires et Millot, sont effectivement israélites. Et ça va expliquer pourquoi, parce qu'ils sont israélites, ils vont pratiquer eux-mêmes la censure. C'est-à-dire ils ne vont pas vouloir qu'une campagne antisémite se développe à la suite de ce traitement du Christ sacrilège fait par Dumas dans leur journal. Et donc, il va y avoir beaucoup plus encore autocensure que censure, en fait. Mais cette autocensure va sans doute être guidée par ailleurs par le pouvoir, parce que ce serait fâcher l'électorat chrétien, et à ce moment-là, c'est une grande part. Donc, si vous voulez, le roman va être victime de cet antisémitisme supposé attiré par le roman en question. Donc, on tombe dans cette problématique un peu. Alors, pour ne pas trop décaler le programme, peut-être va-t-on céder la place à Carmen Figuerola, pardon pour mon accent, pour la suite de cette matinée.